C'est une date invisible dans le calendrier officiel, mais elle est gravée dans la neurologie de 3 millions de Français. Nous sommes le 22 du mois. Pour beaucoup, c'est l'instant précis où l'écran de consultation bancaire bascule dans une zone de silence. Ce n'est pas une erreur de gestion. Ce n'est pas un manque de volonté. Ce que vous ressentez, ce poids à l'estomac, est le résultat d'une architecture invisible. Si vous avez l'impression de courir un marathon sur un tapis roulant qui va de plus en plus vite, c'est normal. Ce soir, nous n'allons pas parler de budget ou de conseils d'épargne culpabilisants. Nous allons disséquer la mécanique. Nous allons voir comment l'économie comportementale, la sociologie de Pierre Bourdieu et la psychologie cognitive s'articulent pour maintenir votre cerveau sous siège permanent. Comprendre pourquoi votre argent s'évapore, c'est d'abord comprendre que votre esprit est la ressource que le système consomme avant même votre compte en banque. Bienvenue dans la psychologie de la survie. Commençons par une vérité arithmétique brutale. En 2025, le SMIC net avoisine les 1398 €. Dans les zones urbaines comme Paris, Lyon ou Bordeaux, le loyer absorbe entre 40 et 65% de cette somme. Ce qu'il reste n'est pas un budget, c'est un résiduel. En psychologie cognitive, Daniel Kahneman parle de l'heuristique d'ancrage. Un ancrage est une information numérique initiale qui déforme tous vos jugements ultérieurs. Le SMIC fonctionne comme une encre de verre. D'un côté, il crée un plafond mental. Quand on vous propose une augmentation à 1600 €, le gain vous semble énorme. Pourtant, objectivement, vous passez simplement d'une précarité aiguë à une précarité légèrement plus supportable. L'encre a déplacé votre point de référence. Mais il y a un second effet, l'ancrage des dépenses. La finance comportementale montre que nous calibrons notre consommation sur la limite de nos revenus. Le SMIC signale à votre cerveau un plafond et un plancher. Il réduit l'espace psychologique où l'épargne pourrait théoriquement exister. Pour votre esprit, chaque euro restant est déjà marqué ou pour disparaître. Mais l'argent n'est pas le seul problème. Le véritable coût de la précarité est cognitif. Sandil Mullé-Nathan et Eldar Shafir ont théorisé un concept révolutionnaire, la taxe sur la bande passante. Imaginez votre cerveau comme un ordinateur. Chaque décision, est-ce que je peux payer ce voyage scolaire, vais-je avoir des frais d'incident bancaire ce mois-ci, est un programme qui tourne en arrière-plan. Pour un travailleur au SMIC, ces programmes ne s'arrêtent jamais. Ils consomment votre mémoire de travail, votre contrôle de soi et votre capacité de raisonnement prospectif. C'est ce qu'on appelle le tuning. La rareté force l'esprit à se concentrer obsessionnellement sur le manque immédiat. Si vous avez une facture de réparation de voiture de 200 €, vous n'êtes pas incapable de penser à votre retraite, vous êtes neurologiquement incapable de le faire. Le tunnel est un état neurologique où le long terme devient littéralement invisible. Les économistes appellent cela le manque de slack, cette marge d'erreur. Si un cadre supérieur fait une erreur financière, c'est inconfortable. Si un travailleur au SMIC fait une erreur, c'est une catastrophe systémique. Chaque décision est porteuse de charge. Ce n'est pas parce que vous prenez de mauvaises décisions que vous êtes pauvre. C'est parce que vous êtes pauvre que vous êtes forcé de prendre des décisions dans un état d'épuisement cognitif. Passons de la psychologie individuelle à la sociologie. Pourquoi, même quand il reste quelques euros, finissent-ils par être dépensés dans ce qui semble être des futilités aux yeux des classes aisées? Pierre Bourdieu nous donne la réponse avec le concept d'habitus. C'est un système de disposition interne que vous avez acquis dès l'enfance. L'habitus des classes populaires est structuré autour du présent. C'est une adaptation rationnelle. Dans un monde où l'avenir est historiquement incertain, la récompense immédiate est la seule qui soit réelle. Dans son ouvrage La Distinction, Bourdieu explique que consommer n'est jamais seulement un acte utilitaire. C'est une performance sociale. Le smartphone n'est plus un luxe, c'est un droit d'entrée dans la normalité. Pour un parent au SMIC, acheter des vêtements de marque à son enfant n'est pas de la frivolité, c'est un acte de protection contre la stigmatisation. C'est une tentative de préserver la dignité dans un système qui cherche à la quantifier. Quand on vous dit d'épargner 10% de votre salaire, on exerce sur vous ce que Bourdieu appelle une violence symbolique. On vous impose une norme de comportement conçue par et pour des gens qui ont du slack, une marge de manœuvre.
On transforme un problème structurel en une faute morale individuelle. Allons plus loin. Michel Foucault parlait de pouvoir disciplinaire. Le SMIC n'est pas une simple mesure économique, c'est un outil de normalisation. Il vous place dans une zone de dépendance fonctionnelle. Juste assez pour ne pas mourir de faim ou vous révolter, mais pas assez pour accumuler du capital et devenir réellement autonome. Le système de crédit à la consommation fonctionne ici comme une technologie de soi. Il vous permet d'expérimenter temporairement la liberté du consommateur, tout en hypothéquant votre temps futur. Vous êtes libre de dépenser, mais vous n'êtes pas libre d'accumuler. Regardez le langage utilisé dans les médias. On parle de pouvoir d'achat. Ce terme réduit votre existence à votre capacité de consommation. On ne parle plus de justice salariale, mais d'indice des prix. On parle de charge sociale ou pour désigner votre protection, comme si votre sécurité était un fardeau pour la société. Le dernier rouage est celui de l'adaptation hédonique. En France, nous avons institutionnalisé le concept des petits plaisirs. La baguette artisanale, le café en terrasse, le petit restaurant. Ce ne sont pas des luxes, ce sont les marqueurs d'une vie digne. Le problème, c'est que l'industrie du retail utilise votre propre neurologie contre vous. Le Black Friday, les promotions flash, les soldes, ils créent une urgence artificielle qui déclenche votre système de tuning. Vous achetez, non par désir pur, mais par réflexe de survie face à une opportunité qui disparaît. Il est temps de poser un regard froid sur la situation. Votre argent ne s'évapore pas par manque de caractère. Il s'évapore parce que vous êtes le terrain d'une guerre entre plusieurs systèmes, une neurologie épuisée par la rareté, une sociologie qui impose des standards de consommation élevés, et une économie qui a besoin que vous restiez exactement là où vous êtes. Alors, comment résister ? Pas avec des tableaux Excel, mais avec de l'architecture mentale. L'architecture de pré-engagement, puisque votre discipline échouera sous la fatigue du 20 du mois, automatisé tout au premier du mois. Même 20 €. Vers un compte sans carte bancaire. Ce n'est pas de la discipline, c'est de la conception de système. Le recadrage temporel, quand vous voyez un abonnement à 45 €, votre cerveau voit 45. Forcez-le à voir 540 € par an. Changez l'échelle pour briser le tunnel. La détox sémantique, chaque fois que vous entendez au pouvoir d'achat, traduisez par capacité de soumission au marché. Reprenez le pouvoir sur les mots. Comprendre la mécanique de votre portefeuille est une première étape pour sortir de la matrix sociale. Mais il existe une autre ressource, encore plus précieuse que l'argent, que le système est en train de nous voler. Regardez autour de vous. Nous sommes plus connectés que jamais, et pourtant, une ombre grandit. Pourquoi, dans une société de consommation totale où tout est accessible, le sentiment de solitude n'a-t-il jamais été aussi dévastateur ? Est-ce un hasard si l'isolement social progresse au même rythme que la précarité financière ? La pauvreté n'est pas seulement une absence de chiffres sur un compte. C'est peut-être, aussi, une forme de solitude organisée. On en parle la semaine prochaine.